Bonjour Anaïs. Bonjour. Bon, est-ce que vous allez bien quand même ce Écoutez, matin? je vais bien et je m'excuse de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Voilà, vous êtes empêché par le Covid, mais vous teniez, je disais un instant, à être avec nous dans cette séquence. Vous êtes docteur en géographie et chercheuse associée au sein du CEREJ, c'est l'université de Poitiers, l'IAE de Poitiers. Vos travaux portent sur les enjeux, Anaïs, et les déterminants de la réindustrialisation de la France. Vous êtes également directrice associée au sein du cabinet June Partners, où vous conduisez des missions de conseil opérationnel auprès de clients industriels. Et enfin, je me permets de le préciser, vous avez commis, ou coécrit plus exactement, avec Olivier Luanzi, un livre qui s'appelle Vers la Renaissance industrielle, publié aux éditions Maribé. Alors, on va parler avec vous de relocalisation vers la Renaissance industrielle. Ça intéresse évidemment nos amis qui sont avec nous ce matin. Enjeu autour de cette réindustrialisation qu'on appelle de nos voeux ou pas, on verra de quelle manière, quelles sont les parties engagées sur ces sujets. D'abord, par la question de la souveraineté ou de l'autonomie. Bon, il y a des gens qui préfèrent parler d'autonomie, d'autres de souveraineté, mais on commence avec ce sujet et avec vous. Racontez-nous. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est commencer par définir ce qu'est la souveraineté. La souveraineté, c'est un principe qui a été défini par un juriste qui s'appelle Louis Le Fur. Bon, il y a eu d'autres définitions, mais qui dit en gros que c'est la qualité d'un État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté dans les principes supérieurs du droit, etc. Et l'autonomie, c'est une notion qui est plus floue, qui est aujourd'hui employée à l'échelle européenne avec le concept d'autonomie stratégique. Mais l'idée derrière tout ça, c'est finalement comment est-ce qu'un État arrive à rester indépendant ou autonome et à dépendre le moins possible des autres, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a des questions d'interdépendance. Et ce que la crise de la Covid a révélé, puis la guerre en Ukraine, c'est que la France, elle est extrêmement dépendante dans de nombreux domaines et qu'on ne maîtrise plus certains points critiques des chaînes de valeur. Et quand on dit points critiques dans les chaînes de valeur, c'est notamment dans des domaines clés de la vie, c'est-à-dire se nourrir, se soigner, se déplacer, voire se défendre. Donc, si on regarde l'exemple de se soigner, eh bien, c'est le fait que les principes actifs sont majoritairement produits aujourd'hui en Asie. Si on regarde le fait de se déplacer, c'est la crise des semi-conducteurs qui a mis à l'arrêt un certain nombre de chaînes de production dans l'automobile. Et donc l'enjeu autour de la souveraineté, ou en tout cas du renforcement de l'indépendance, c'est de voir comment est-ce qu'à travers les politiques publiques et aussi les stratégies industrielles des industriels, c'est de voir comment on va pouvoir la renforcer. Et là, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. C'est regarder si on n'a pas la capacité de faire certaines choses en France. Parce que finalement, on a beaucoup de TPE et PME qui savent gérer et produire des choses sur les territoires français, sauf qu'elles ne sont pas connues parce qu'elles ne font pas de pub, elles n'ont pas de site internet. Et donc, parfois, ça peut être votre voisin et vous ne savez même pas ce qui s'y passe. Et l'autre point critique pour ces entreprises, c'est qu'elles savent en général gérer des petites séries et pas des moyennes séries, en tout cas pas absorber la masse. Et donc, il faut leur donner aussi de la visibilité en termes de carnet de commandes pour qu'elles investissent pour produire plus ou aller dans d'autres secteurs que le secteur où elles sont habituellement. La deuxième chose, ça va être le fait de venir localiser certaines productions sur le territoire national et pas forcément relocalisation, parce que la relocalisation dans le sens strict, c'est rapatrier des activités sur le territoire qui ont été au préalable délocalisées. Or, on voit que finalement, ça concerne très peu de cas. Et donc, l'idée, c'est bien de venir localiser certaines entreprises ou développer des nouvelles activités industrielles avec des industriels existants, comme la réflexion qu'a l'Union européenne avec les semi-conducteurs et le plan breton. Après, ça peut être des démarches plus offensives, comme la réalisation d'acquisitions à l'étranger pour venir capter des segments clés qu'on ne maîtrise pas sur le territoire national. Et ça, les étrangers le font très bien. La Chine et les États-Unis en premier plan par des acquisitions stratégiques en France sur des entreprises existantes ou sur des startups. Et puis ensuite, vous avez deux autres possibilités. Si on ne sait pas localiser sur le territoire ou le faire nous-mêmes, ou qu'on ne veut pas faire d'acquisition, c'est travailler sur les stratégies d'approvisionnement avec une logique de diversification. Et la dernière logique, eh bien, c'est tout simplement de repenser le produit avec des phénomènes de design to manufacturing, design to cost, pour essayer de réduire notre dépendance à certains intrants. Anaïs, ça passe aussi par la question peut-être de la cohésion des territoires et notamment en termes de création d'emplois et de géographie industrielle, hein. Oui, c'est un sujet clé dans la renaissance industrielle, la notion de cohésion des territoires. Déjà, on sait que l'industrie, contrairement à d'autres secteurs, elle a un effet d'entraînement sur l'économie qui est beaucoup plus fort. Notamment, on considère qu'un emploi direct dans l'industrie, en général, ça génère 2 à 3 emplois indirects, c'est-à-dire les emplois qu'on va voir chez les sous-traitants, et 1,5 emplois induits, donc c'est-à-dire les emplois qui vont se créer dans l'écosystème
par le dynamisme industriel, donc dans les services, services publics, services à la commerce, etc. L'autre chose, c'est qu'il y a un enjeu de recréer un tissu productif industriel assez dense, un peu sur le modèle de l'écosystème vendéen finalement, où vous avez un bel écosystème avec beaucoup d'interactions entre les entreprises de cet écosystème. L'industrie, elle peut se localiser dans les villes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels, d'activités industrielles dans les villes, on a tendance à le dire, mais elle peut aussi se localiser dans les villes moyennes et en zone rurale. Et donc là, l'enjeu, c'est d'avoir cet écosystème qui vont se créer autour d'usines, c'est-à-dire de ne pas avoir uniquement des usines turnovis. On est content d'être capable d'assembler des batteries sur le territoire national. On va être content d'avoir certaines activités autour de l'hydrogène. Mais l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait les composants pour les batteries, par exemple, sur le territoire national pour limiter nos entrants, parce qu'il y a tout un enjeu aussi de rééquilibrage de la balance commerciale. Vous parlez de ces enjeux évidemment énergétiques, et liés à l'environnement, ne pas se limiter aux enjeux de décarbonation, mais réduire l'empreinte carbone de la France dans son activité industrielle, hein. Oui, alors la question environnementale, elle est clé dans la réindustrialisation. En fait, on veut aussi réindustrialiser pour réduire finalement notre empreinte carbone. Aujourd'hui, on a beaucoup d'émissions importées sur le territoire français et que plus on s'approvisionne à l'étranger, plus on se rend dépendant des trajectoires de réduction des émissions carbone des autres pays. C'est-à-dire qu'en France, on a un avantage comparatif qui est le fait que notre mix énergétique est plutôt décarboné grâce à la fois à notre part d'énergie renouvelable qui devrait augmenter et aussi à l'énergie nucléaire, surtout largement grâce à l'énergie nucléaire qui est une énergie plutôt bas carbone. Donc, la reproduire va nous permettre de maîtriser cette dépendance. Mais il ne faut pas le limiter à la question du carbone, cette question environnementale, parce qu'on pose aussi beaucoup de questions sur la biodiversité, sur le choix des matières, avec des questions sur comment est-ce qu'on réduit les conséquences environnementales de nos productions. Les choix de matière, on a un exemple très, très bête, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de sortir de la dépendance au pétrole, etc. 70% des matières textiles sont issues de produits dérivés du pétrole. Et pourquoi on a ces produits-là? C'est parce que tout simplement, quand on transforme le pétrole en carburant, on a un certain nombre de déchets, de résidus dont on se sert pour d'autres activités. Donc, c'est des questions qu'il faut penser quand on veut dire sortir de la dépendance au pétrole. Ça veut dire quoi sur tous les autres secteurs qui sont dépendants de ces activités, de ces résidus et déchets. L'autre question qui va se poser, c'est comment on pense l'intégration des usines dans l'environnement. Comment est-ce qu'on arrive à concilier enjeux de biodiversité, de préservation de l'environnement et enjeux industriels? Quelles questions ça va poser en termes de modèle économique? Modèle traditionnel de l'industrie, ça reste quand même de massifier la production pour abaisser les coûts unitaires de production. À partir du moment où on commence à parler de sobriété, de baisse des tendances de consommation, etc., comment ça se traduit sur le plan opérationnel? Tous les industriels ne pourront pas s'en sortir grâce à l'économie de la fonctionnalité. Donc, il va falloir trouver d'autres leviers de création de valeur et penser les conséquences économiques et sociales de ces transitions. Un très bon exemple, les fonderies aujourd'hui dans l'automobile, le passage du thermique à l'électrique induit la destruction d'un certain nombre d'emplois. Comment on arrive à repositionner ces compétences collectives éventuellement dans d'autres secteurs pour limiter la casse? Bon, Et peut-être la pour... dernière Oui. chose, juste Anaïs, la oui, dernière allez-y. chose, il y a un dernier, Mm. pardon. Non, non, allez-y, je vous en prie, terminez. Le dernier enjeu qui est critique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de besoins en foncier, mais on a un autre enjeu qui est à résoudre, c'est comment est-ce qu'on gère l'enjeu de zéro artificialisation nette des sols avec la réindustrialisation, parce qu'on sait très bien que les dynamiques industrielles se passent pas forcément là où on a du foncier disponible. Et donc, on va peut-être devoir rechercher à créer d'autres leviers pour assurer cet équilibre entre les deux enjeux. Peut-être pour terminer, Anaïs, on parle de réindustrialisation, évidemment, depuis le début de nos échanges, depuis le début de cette matinée, de relocalisation aussi. Comment est-ce qu'on arrête d'opposer les deux et est-ce qu'on peut entamer cette renaissance de l'industrie française en France sans opposer forcément les deux ou les confondre? Alors, la réindustrialisation et la relocalisation, finalement, il n'y a pas d'opposition, puisque la relocalisation, elle est une partie prenante de la réindustrialisation. C'est-à-dire, on peut, pour réindustrialiser, relocaliser des activités, mais pas seulement. Et donc, finalement, l'enjeu numéro un pour espérer cette renaissance industrielle et auquel on n'a pas répondu, c'est de se dire
Mais finalement, pourquoi on veut une industrie forte en France? On a des questions de souveraineté, on a des questions de cohésion des territoires, d'environnement, on l'a vu, mais il y a une question beaucoup plus profonde à se poser, c'est la société qu'on veut construire ensemble. Selon le schéma et le projet de société dans lequel on va s'inscrire, notre stratégie industrielle ne va pas être du tout la même, à la fois en termes de taille de site, de production, de nature de production, d'infrastructure, de schémas de développement territoriaux. Et cette question, elle est clé pour arriver à construire une renaissance industrielle pérenne et surtout, d'une certaine manière, je vais dire peut-être un mot un peu polémique quand on parle d'industrie, mais de manière démocratique. C'est-à-dire que pour faire accepter l'industrie, eh bien, on doit aussi passer par un temps d'échange et d'acceptation avec les citoyens et les engager dans cette réflexion collective sur notre avenir. Voilà, engager aussi les citoyens avec ce terme d'acceptabilité que vous évoquez. Merci beaucoup Anaïs pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie et chercheuse associée au CEREJ à l'Université de Poitiers et vous êtes également associée au sein du cabinet John Partners. On vous souhaite bien sûr un très très prompt rétablissement. Merci pour votre Merci. intervention. Anaïs Vogilis, qu'on peut applaudir et qui tenait à être avec nous dans cette séquence. Merci beaucoup ma chère Anaïs.